à toutes et à tous et bienvenue sur Tout savoir des CG. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, ça va être une vidéo exercice. Donc cette vidéo exercice, on va la faire sur un exercice dont je vais vous donner l'énoncé juste maintenant, que je vous conseille donc de faire de votre côté, d'essayer de faire, et qu'on va par la suite corriger ensemble tout le long de cette vidéo. Cet exercice, il va porter sur tout ce qui est en rapport avec la finance et le contrôle de gestion, donc pour évaluer les risques d'une entreprise avec le calcul du seuil de rentabilité, avec évidemment l'établissement d'un compte de résultat différentiel, avec l'évaluation d'un poids mort, et également des équations à poser pour évaluer si un projet est intéressant ou non. Donc faites-le de votre côté et ensuite revenez sur cette vidéo. Alors la première chose dans ce genre d'exercice, c'est souvent demandé, c'est de déterminer ou d'évaluer le risque d'exploitation. Donc souvent ça se fait par le seuil de rentabilité, par la marge de sécurité, par l'indice de sécurité, par le levier opérationnel, enfin bref, par plein de choses. Dans tous les cas, l'étape préalable à cela, eh bien, ça va être de déterminer, de faire un compte de résultat différentiel. Comment est-ce qu'on fait un compte de résultat différentiel? Eh bien, la première étape, ça va être donc de déterminer si on a plusieurs ou un seul produit. En l'occurrence, dans cet énoncé-là est assez simple, donc on a un seul produit. De déterminer les charges fixes et les charges variables. Et donc, on va déterminer notre compte de résultat différentiel. Premièrement, dans notre compte de résultat différentiel, bien souvent, on a trois colonnes qui sont les quantités, le coût unitaire et le total. La première ligne contient le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, en l'occurrence, on sait qu'on a vendu donc 240 000 unités et on a vendu tout cela pour 480 millions d'euros. Donc ici, c'est bien en millions d'euros. Donc, on en déduit par une simple division, on en déduit que donc un produit est vendu à un prix de 2000 euros. Maintenant, on va voir nos coûts. Donc là, on a déterminé nos recettes. Maintenant, on veut déterminer nos coûts. Premièrement, nos charges variables. Nos charges variables, alors ici, il y en a plusieurs types. Donc, on va décomposer chaque charge variable, puis ensuite faire un total. Premièrement, les majeures parties des charges variables, c'est tout le temps l'achat et la variation de stock. Ce n'est pas forcément ça dans la réalité. Bien souvent, c'est plus des charges indirectes, mais en l'occurrence, dans ce genre d'exercice, souvent, c'est des achats de matières premières. Donc, on va mettre nos achats qui sont donc pour un montant de 200 millions d'euros, nos frais de personnel également, frais de personnel qui sont à 2 tiers des parties, qui sont à hauteur de 2 tiers en variable. Donc du coup on fait 120 fois 2 tiers, ce qui nous donne un total de 80 millions. Bon, ici je détaille évidemment, vous dans la réalité, vous allez bien plus vite. 80 millions, on a des fournitures, donc bon, c'est pas détaillé, mais on a des fournitures pour, encore une fois, 100% variable pour 40 millions. On a des transports, transport et déplacement, pour 100% variable et pour 20 millions d'euros. Des charges de gestion, c'est 100% fixe, et des charges financières qui sont 100% variables. Charges financières. Donc ici, on a détaillé l'ensemble de nos charges variables. Il y en a quand même pas mal, mais nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est le sous-total des charges variables. Donc, on fait notre total, sans se tromper évidemment. 280 plus 40 plus 20 plus 20, ce qui nous fait un total de charges variables de 360 millions. Maintenant, on a donc notre marge sur coût variable. Notre marge sur coût variable, comment est-ce qu'on va la calculer? Eh bien, on fait simplement 480 notre chiffre d'affaires moins 360 nos charges variables, ce qui nous donne 120 millions. Et donc, on veut notre taux de marge sur coût variable. On l'a en faisant notre marge sur coût variable sur notre CA, sur 480. Ça nous donne donc 25% de taux de marge sur coût variable. On ne peut pas l'apprécier pour l'instant, on ne peut pas évaluer si c'est bien ou pas. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Maintenant, nos charges fixes. L'objectif, c'est donc de retomber sur le résultat que l'on a dans l'énoncé. C'est une auto-vérification. Donc nos charges fixes, encore une fois, il y en a de plusieurs types, donc on va les détailler. On a des charges fixes de gestion pour 20 millions. On a des charges fixes de frais de perso pour 1 tiers de 120.
donc pour 40. Et enfin, on a des amortissements pour 40 encore une fois. Donc on se doute bien ici que nos charges fixes sont égales à 100. Donc on a ici établi notre compte de résultat différentiel. On va pouvoir vérifier si notre résultat concorde. Donc on a bien marge sur coût variable de 120 moins 100, ce qui nous fait bien un résultat de 20. Ici, on va déterminer le résultat unitaire, donc la marge unitaire, le résultat unitaire, puisque ça va nous être utile pour les étapes suivantes. Bon, le résultat unitaire, ce n'est pas forcément ce qui nous est le plus utile, mais ça reste plus ou moins intéressant. Donc on a un résultat de 20 millions pour la marge sur coût variable unitaire cette fois-ci. Et bien donc on a 120 millions de marge sur coût variable unitaire, divisé encore une fois par 240 000 produits vendus, ce qui nous fait donc une marge sur coût variable unitaire de 500 €. Cette étape, c'est une étape primordiale, c'est l'étape avant de déterminer quoi que ce soit. Maintenant, on va pouvoir déterminer donc tout ce qui va être évaluation du risque. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, premièrement, le seuil de rentabilité, c'est primordial. On veut savoir à partir de quel moment, à partir de quel montant de vente on est rentable. Cette formule, eh bien, soit c'est en euros, soit en volume. Ici, on va la faire en euros puisque c'est comme ça, mais en volume, on a juste besoin de notre marge sur coût variable unitaire. Donc, c'est nos charges fixes sur notre taux de marge sur coût variable. On a déjà toutes les informations nécessaires puisque nos charges fixes, c'est 100 millions d'euros, encore une fois, sur 25%, donc sur 0,25. Ce qui nous donne ici, ça, 400. Donc, 400 millions. Donc, en fait, pour apprécier cela, je ne vais pas rédiger la phrase réponse à chaque fois, mais il faut donc que l'entreprise devient rentable à partir de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ce qui va nous être, ce qui est intéressant également de se douter, ce qui est également intéressant de savoir, c'est à partir de quel moment donc on a atteint ces 400 millions d'euros pendant l'année. Et donc ça, c'est le point mort. Le point mort, c'est la deuxième chose à laquelle on va s'intéresser. Il faut donc déterminer le point mort. Alors, le point mort, il y a plusieurs étapes pour le déterminer. Ici, la particularité dans l'énoncé, la particularité de cet exercice, et qui est d'ailleurs plus concret, c'est plus réel que simplement diviser par un nombre de jours pendant une année, puisque souvent, les activités ne sont pas régulières. On réalise souvent plus de chiffre d'affaires à une période qu'à une autre. Donc, ici, on va utiliser la méthode de l'interpolation linéaire. Donc, cette méthode, elle est à connaître, puisqu'il est possible qu'on demande de l'utiliser. L'interpolation linéaire, c'est un mot un peu barbare pour finalement pas grand-chose de compliqué. Bien, d'abord, il faut connaître en fait à partir de quel pourcentage, on va dire, dans l'année, on a atteint ce chiffre d'affaires-là. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est mathématique. On va prendre notre seuil de rentabilité qu'on va diviser par notre chiffre d'affaires. Donc notre seuil de rentabilité, il est atteint dès lors qu'on a atteint 400 millions sur donc 480 de CA, ce qui fait donc 83,33%. Bon, ici, à vue d'œil, on se doute que ça va être plutôt vers la fin d'année qu'on va atteindre ces 400 millions de chiffre d'affaires, mais malheureusement, l'activité n'étant pas régulière, on ne peut pas directement calculer le point mort. Et donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, il nous est donné le pourcentage de chiffre d'affaires réalisé en fonction de la période de l'année. Donc, le tableau, c'est le suivant. On a donc techniquement cette partie-là du tableau qui nous est donnée, 25, 15, avec les pourcentages. Et nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est le cumul. Pour ceux qui se souviennent de la méthode de Pareto, c'est à peu près la même chose. Donc, le diagramme de Pareto, il est établi de la même façon, avec des cumuls. Bon, c'est juste pour la méthodologie, pour s'en souvenir, mais ça consiste pas en exactement la même chose, évidemment. Donc, on fait les cumuls dans le tableau, c'est-à-dire qu'on fait 25, plus 15, plus 10, et ainsi de suite. Voilà, je pense que vous avez compris la logique, pour arriver à un total de 100%. À quoi ça nous sert, ça? Ça nous sert en fait à repérer donc dans quelle période ça se trouve. Eh bien, on arrive clairement à comprendre que en octobre, le mois d'octobre se termine à 70% de chiffre d'affaires, donc en fait, notre 83,33%, il se trouve ici, donc dans la dernière période. Et donc, à partir de cela, comment est-ce qu'on va raisonner? Eh bien, étant donné qu'on sait qu'il se trouve dans la dernière période, on sait que la dernière période, il y a 60 jours dedans.
On sait également que ce qui nous reste à atteindre, c'est 83,33% moins 70%, puisqu'on aura atteint déjà 70%. Donc en gros, pour faire simple, pendant la dernière période, il y a 13,33% du CA qui devra être fait pour atteindre notre seuil de rentabilité. Donc, et maintenant, c'est mathématique. On sait que c'est 13,33% du CA qui doit être atteint, à savoir que ces 13,33% du CA représentent sur la période donnée, puisque pendant la période donnée, on réalise 30% du CA, représentent donc 13,33% sur 30, ce qui représente donc 44% du CA pendant la période donnée. Voilà, c'est presque la moitié du CA pendant la période de novembre à décembre. Donc on sait que c'est 44%. Et on sait que de novembre à décembre, on va partir sur des mois 30 jours, eh bien, il y a 60 jours. Donc maintenant qu'on a notre 44%, on a notre 0,44 multiplié donc par 60 jours, ce qui fait donc 26,67 jours. Par conséquent, on sait, on peut arrondir au-dessus, que notre seuil de rentabilité sera atteint le 27 novembre, puisqu'on est au 26e jour juste ici. Si on avait été par exemple, je ne sais pas, au 56e jour, eh bien, enfin 56,67e jour, eh bien, on aurait atteint notre seuil de rentabilité le 27 décembre. J'espère que vous avez compris. Cette méthode est la même à chaque fois qu'on demande une interpolation linéaire. Donc, il y a juste à reproduire ce scénario-là. Maintenant, on va s'intéresser à une autre partie, l'évaluation de propositions, marketing, etc. Donc, dans l'énoncé, il y a un directeur marketing qui propose de lancer une campagne publicitaire qui nécessite un budget de 4,476 millions d'euros. Et bien ici, pareil, il faut avoir directement le raisonnement. On va se dire, 4,476 millions d'euros, ça a pour effet d'augmenter mes charges fixes de 4,476 millions d'euros. Et donc on se demande quelle incidence doit avoir cet effort commercial pour qu'il soit rentable d'engager cette dépense. Par rentable, ici, on n'entend pas simplement dégager un bénéfice. On entend de dégager un bénéfice supérieur à celui précédemment dégagé, donc supérieur à 20 millions d'euros. Et bien tout ça, on va le traduire mathématiquement. On sait que notre marge sur coût variable unitaire, c'est 500 euros. On sait qu'on vend X produits, c'est ce qu'on veut savoir. On veut savoir combien de produits on doit vendre pour dépasser ce résultat de 20 millions d'euros. Et on sait que désormais, nos charges fixes, elles ne sont plus simplement de 100 millions, elles sont bien de 104,476 millions d'euros. Donc, mathématiquement, on va poser notre équation. D'un côté, on veut être supérieur à 20 millions d'euros. Voilà, je vais l'écrire comme ça, ce sera plus clair. De l'autre côté, on a X, donc notre nombre de produits vendus, multiplié par notre marge sur coût variable unitaire, moins nos charges unitaires, notre charge fixe, de 104 476 000 euros. Et donc, ici, eh bien, on peut résoudre comme ça, mais bon, moi je vais le poser à la calculatrice, je vais vous montrer d'ailleurs comment faire. On va dans Résolve, X fois 500 moins 104 476 000 euros, qui doit être supérieur à 20 millions. Et donc, on se rend compte qu'il faudrait vendre 248 952 produits. Donc, X doit être supérieur ou égal à 248 952 produits. On se rend bien compte ici, dans l'énoncé, qu'on vendait 240 000 produits. Donc, en fait, il faudrait que cette campagne de marketing fasse augmenter les ventes de 8 952 produits, tout simplement. Pour la question suivante, le directeur technique, il a encore une idée. Il veut investir cette fois-ci donc beaucoup plus, puisqu'il veut investir à hauteur de 12 millions d'euros. Sauf que ça aurait un impact positif sur les charges variables. Donc les charges variables diminueraient de 100 euros. Ce qui, tout ça, aura pour résultat évidemment d'augmenter notre marge sur coût variable de 100 euros, évidemment. Donc la ferait passer à 600 euros de marge sur coût variable unitaire. On va encore une fois poser ce problème mathématique de la même façon, puisqu'on va encore une fois savoir si on atteindrait un résultat supérieur à 20 millions d'euros. On a donc X fois 600, moins, cette fois-ci, il faut bien faire attention, 112 millions d'euros. On ne reprend pas ce qui a été fait précédemment, on repart d'une hypothèse à l'origine, donc X fois 600 moins 112 millions d'euros,
puisqu'en fait notre but ça va être justement d'évaluer laquelle des hypothèses est la plus favorable au final, doit être supérieur à ça, et donc on se rend compte que x doit être supérieur ou égal à 220 000 euros. Et donc là, on se rend compte que c'est très intéressant, puisque ça voudrait dire que nos ventes pourraient baisser de 20 000 euros, pardon, et on atteindrait quand même le même résultat. Ce qui a pour effet de rendre l'activité évidemment plus sécurisée, mais encore une fois, c'est des hypothèses. On ne sait pas si tout cela va pouvoir être mis en place. 12 millions d'euros, ça reste un gros investissement, etc. Mais on reste dans l'exercice. On dit simplement ce qui nous est demandé de dire, à savoir, ça aura pour effet d'atteindre le même résultat avec 20 000 euros, avec 20 000 unités de moins vendues. La question cette fois-ci, on va s'intéresser à agir sur le prix. On s'intéresse à diminuer le prix de vente de 10% pour savoir est-ce que ça aurait un impact suffisamment positif sur les quantités vendues pour que le bénéfice augmente. C'est comme ça qu'on traduit la question. Et donc on va s'intéresser à l'élasticité prix. La première chose à poser dans ce problème-là, c'est déterminer la marge sur coût variable unitaire avec un prix de vente qui baisse de 10%. Notre prix de vente jusqu'à présent, c'était 2 000 euros. On l'a déterminé au début, 2 000 euros. S'il baisse de 10%, vous êtes d'accord avec moi, c'est 200 euros en moins. Donc ce qui fait 1800 euros. 1800 euros, à ces 1800 euros, et bien évidemment, on va retrancher des charges variables de 360 millions d'euros. 360 millions d'euros, pour connaître nos charges variables unitaires, eh bien, on a simplement divisé 260. Donc 1500 euros de charges variables unitaires. Ça, j'avais oublié de le faire au tout début. Si vous l'avez fait, bien joué. Donc, notre marge sur coût variable unitaire serait donc de 1800, notre prix de vente, moins nos charges variables unitaires, 1500. Donc, elle passerait à 300 euros, alors qu'à l'origine, elle était de 500. Évidemment, puisqu'on a baissé le prix. Donc, c'est pour ça, évidemment. Donc, on s'intéresse ici à savoir que nos charges fixes, etc. ne bougeraient pas, simplement, x fois 300, notre marge sur coût variable unitaire nouvelle, moins donc nos 100 millions, nos charges fixes, doit être supérieur à 20 millions d'euros. Donc on s'intéresse à combien est-ce qu'on doit vendre d'unités si on baisse notre prix de 10%. Ça, c'est une hypothèse qui est totalement plausible dans la vraie vie. On s'intéresse à savoir si est-ce que le prix a un impact vraiment important ou non. Donc c'est pour ça qu'on va calculer l'élasticité prix. Et donc là, on remarque que forcément, le prix a un impact très important puisque il faudrait vendre donc 160 000 unités en plus si on voulait vendre juste 10% de moins. Donc ça, forcément, dans votre commentaire, c'est à apprécier. Il faut commencer à être avoir un esprit un peu plus raisonnable et dire que ça représente quand même une sacrée élasticité. C'est d'ailleurs ce qui vous est demandé de calculer. L'élasticité, pour rappel, c'est cette formule-là. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la variation des quantités sur les quantités, tout ça sur la variation du prix sur le prix. Et donc, c'est comme ça qu'on va la calculer. En fait, c'est le taux de variation des quantités, si vous préférez. La variation des quantités, donc valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Valeur d'arrivée des quantités, combien est-ce qu'on en aurait vendu techniquement? Eh bien, il nous faudrait en vendre 400 000. Moins valeur de départ, donc c'est 240 000 à l'origine, évidemment. Sur valeur de départ, 240 000. Tout ça, hop, sur un prix qui va varier encore une fois, puisque notre prix à l'origine, c'était 2 000 euros. Du coup, à l'origine, maintenant c'est 1800 euros. À l'origine, c'était 2 000 euros, donc sur 2 000. On va poser tout ça à la calculatrice. Donc ça fait 400 000 moins 240 000 sur 240 000, 1800 moins 2000 sur 2000, et ce qui nous donne donc une élasticité négative de moins 6,67. En pourcentage, donc c'est 67% d'augmentation des quantités vendues. Donc en gros, il faudrait dans cette hypothèse, la phrase réponse est la suivante, il faudrait dans cette hypothèse que l'élasticité prix, l'élastique anti-prix,
L'élasticité des quantités serait donc de 67%, c'est-à-dire qu'avec une baisse de seulement 10% du prix, il faudrait que les quantités vendues augmentent de 67% pour qu'on atteigne le résultat juste d'origine. Donc ça, encore une fois, il faut l'apprécier, il faut dire que ça reste quand même sacrément conséquent. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la dernière question, parce qu'on va essayer de minimiser quand même l'impact sur le prix, mais en même temps en proposant une nouvelle solution. Donc la dernière question, c'est un peu le mix des deux. C'est-à-dire que le prix de vente va baisser de 5%, et en même temps, les charges fixes vont augmenter de 12 millions, et le coût unitaire, le coût variable unitaire, va lui baisser 200 €. Donc là, ça fait beaucoup de choses à la fois. Du coup, on va refaire en quelque sorte un compte de résultats différentiel. On ne va pas le faire vraiment, mais ce qu'on s'entend, notre prix, c'est 2 000 €, auquel on enlève 5%. Donc, ça fait, je vais vous montrer comme ça, plus clair, ça fait 1 900 €. Nos charges variables unitaires n'augmentent pas, en l'occurrence, elles diminuent même, puisqu'elles diminuent de 100 €. Et donc forcément, on se souvient bien, c'était 1 500 € de charges variables unitaires. Donc en fait, ça devient 1 400 € de charges variables unitaires. Donc notre marge sur coût variable unitaire, on peut la déduire comme ça. Ça fait 1 900 moins 1 400. C'est donc de 500. Donc on retrouve en fait notre marge sur coût variable unitaire sans modification ou quoi que ce soit. Donc en fait, ce qu'on essaye de dire, c'est même en baissant le prix, si on fait cet investissement-là, ça va rééquilibrer. Donc on arrivera quand même à la même marge sur coût variable unitaire d'origine. En revanche, les charges fixes, elles augmentent. Elles augmentent. Et donc on va encore une fois poser l'équation, puisque on a 500x moins 112 millions. Ça doit être supérieur à 20 millions d'euros. Ce qui nous donne donc un x2 qui doit être supérieur ou égal à 264 000 €. Et donc encore une fois, on peut apprécier tout cela. Ça représente 24 000 unités vendues en plus. Et ce qui nous est demandé de faire indirectement, c'est aussi évidemment d'évaluer l'élasticité prix nécessaire pour réaliser cela. Donc, pour faire simple, comment est-ce qu'on va évaluer l'élasticité prix? Bien, on va reposer la même formule. Sauf que du coup, à l'origine, ici, il y avait bien... il y avait bien 264 000 moins 240 000 sur 240 000. Et au niveau du prix, il y avait bien... Donc, il y a bien ici 1900 moins 1800 sur... moins 2000. Et donc, notre élasticité, pour que ça corresponde à nos critères, il faudrait une élasticité de combien? On va voir ça. Une élasticité de moins 2. Donc ici, ça reste beaucoup plus raisonnable que dans la précédente hypothèse, qui avait une élasticité de moins 6, pour rappel. Donc, en gros, pour faire simple, l'élasticité de moins 2 signifie que donc, une baisse de 5% du prix générait une hausse de 20% des ventes, des quantités vendues. Il faut apprécier ça dans le contexte, il y a beaucoup de choses à dire, mais enfin, on va quand même nuancer le propos en disant que ça reste tout de même conséquent, mais elle est quand même beaucoup plus acceptable que celle prévue à l'origine. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'essaierai d'en faire d'autres. N'hésitez pas à aller voir évidemment les autres vidéos sur la chaîne et les fiches que j'ai mis à votre disposition sur mon site internet. Et à très bientôt.